Sur Terre, retrouver son chemin est simple. Une boussole, une carte, un téléphone capturant un signal satellite depuis quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Le foyer est un point fixe. On peut toujours y revenir. Mais poser cette même question dans l'espace profond, bien au-delà de l'orbite de Neptune, et quelque chose d'étrange se produit. Le foyer cesse d'être un lieu. Il devient une cible mouvante dans un univers où rien, absolument rien, n'est immobile. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi un astronaute perdu dans l'espace profond ne pourrait pas simplement faire demi-tour et rentrer. Pourquoi chaque méthode qui fonctionne près de la Terre cesse de fonctionner à mesure qu'on s'en éloigne. Et pourquoi certains des ingénieurs les plus brillants du monde passent des décennies à tenter de résoudre un problème qui, dans son essence même, n'a peut-être aucune solution. Commençons par une question simple. Où se trouve la Terre en ce moment? Vous pensez peut-être que la réponse est évidente. La Terre orbite autour du Soleil à environ 150 millions de kilomètres, suivant le même chemin depuis des milliards d'années. Mais cette réponse est incomplète. Elle omet presque tout ce qui compte vraiment. La Terre tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h à l'équateur. Elle orbite autour du Soleil à environ 108 000 km/h. L'ensemble du système solaire, Soleil compris, orbite autour du centre de la Voie lactée à environ 800 000 km/h. Et la Voie lactée elle-même dérive à travers le groupe local de galaxies, s'orientant vers une structure que les astronomes appellent le Grand Attracteur, à des vitesses dépassant 1 600 000 km/h. Additionnez tout cela et la Terre n'est jamais deux fois au même endroit. Pas une seule seconde, jamais. Chaque position qu'elle occupe est provisoire, remplacée l'instant d'après par une nouvelle position. Quand quelqu'un dit « chez moi », ce qu'il désigne en réalité, c'est un emplacement défini par rapport à d'autres choses elles-mêmes en mouvement. Le Soleil, la galaxie, le groupe local. Des coordonnées bâties sur d'autres coordonnées, toutes en train de bouger. Aucune fixe. Sur la surface terrestre, vous ne percevez rien de tout cela. Vous vous réveillez, le sol est là où vous l'avez laissé. Votre maison n'a pas bougé. C'est parce que tout autour de vous se déplace ensemble, à la même vitesse, dans la même direction, comme un seul système solidaire. Mais par rapport au reste de l'univers, vous avez parcouru une distance presque incompréhensible depuis votre dernier sommeil. En une seule journée, la Terre avance d'environ 2 500 000 km le long de son orbite. En un an, le système solaire parcourt plus de 6 400 millions de kilomètres à travers la galaxie. Rien de tout cela ne se ressent. Rien n'apparaît à votre fenêtre. Mais c'est réel. Et cela devient crucial dès l'instant où vous quittez la bulle des choses qui se déplacent avec vous. Le foyer n'est pas un point fixe sur lequel pointer un doigt. C'est un emplacement défini par un réseau de relations, toutes en perpétuel mouvement. Et une fois suffisamment éloigné, ce réseau cesse d'être utile. Pour trouver son chemin n'importe où, il faut l'une de ces deux choses. Un point de référence fixe contre lequel mesurer sa position, ou un enregistrement précis et continu de chaque mouvement effectué depuis le départ. Sur Terre, nous disposons des deux en abondance. Des satellites en orbite stable connus, des repères qui ne bougent pas à l'échelle humaine. Des champs magnétiques, des positions stellaires pratiquement fixes sur une vie humaine, des tours radio émettant depuis des emplacements connus. Même loin dans le système solaire, nous avons encore quelque chose d'approchant un point fixe, le Soleil. Chaque planète, chaque lune, chaque sonde du système solaire orbite autour de ce point lumineux dominant, dont la position par rapport aux étoiles lointaines est bien connue et prévisible. Des engins comme Voyager et New Horizons naviguent de façon remarquablement similaire aux marins d'autrefois qui utilisaient les étoiles. Les caméras embarquées photographient la position d'étoiles brillantes bien cataloguées. Un logiciel compare ces positions à une carte stockée.
Le centre de contrôle mesure de minuscules décalages angulaires entre la sonde, les étoiles et des objets connus comme le Soleil ou les planètes proches. À partir de là, on peut calculer exactement où se trouve la sonde, parfois à quelques kilomètres près, même quand elle est à des milliards de kilomètres de chez nous. Cela fonctionne parce que, à l'échelle humaine, les étoiles semblent figées dans le ciel. Leur vrai mouvement, appelé mouvement propre, est réel mais si lent qu'il faut des décennies, parfois des siècles, pour devenir perceptible. Pour la navigation, près de chez nous, on peut traiter les étoiles comme fixes. Les calculs fonctionnent bien, mais cette astuce, celle qui rend presque tout le vol spatial moderne possible, a une limite. Et une fois cette limite franchie, tout change. Le réseau de radioastronomie de la NASA est un système d'immenses antennes réparties en Californie, en Espagne et en Australie. Il suit les sondes en envoyant un signal radio, en attendant que la sonde en renvoie un et en mesurant précisément le temps que prend cet aller-retour. On peut également mesurer l'effet Doppler du signal, la façon dont sa fréquence se comprime ou s'étire selon que la sonde se rapproche ou s'éloigne de la Terre. En combinant distance et vitesse dans le temps, on obtient une image remarquablement précise de la position et de la trajectoire d'une sonde. C'est ainsi qu'on sait presque à tout moment où se trouve Voyager 1. LSC maintenant à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, dérivant dans l'espace interstellaire. Mais remarquez ce dont cette méthode dépend. Elle dépend de la Terre, d'un signal voyageant en aller-retour entre la sonde et un ensemble fixe d'antennes sur notre planète. Et cette dépendance est exactement là où le problème commence. La lumière voyage à 300 000 km par seconde, assez rapide pour que tout ce qui se passe sur Terre semble instantané. Mais l'espace est suffisamment vaste pour que même la lumière commence à sembler lente. Un signal radio met environ 8 minutes pour atteindre la distance du Soleil. Il met plus de 23 heures pour atteindre Voyager 1 aux confins du système solaire. Imaginez maintenant une sonde ou une personne bien au-delà de cela. Pas à la lisière du système solaire, mais véritablement dans l'espace interstellaire, à des années ou des décennies de chez elle, à toute vitesse réaliste. À cette distance, le temps d'aller-retour d'une communication ne se mesure plus en heures, mais en années. Posez une question, et au moment où la réponse arrive, la situation que vous avez posée n'existe peut-être plus. La sonde a bougé. Son environnement a changé. Le conseil du centre de contrôle est déjà obsolète au moment où il arrive. Voilà le premier mur. La Terre ne peut pas vous aider en temps réel. Chaque signal venant de chez vous est un message du passé décrivant une réalité qui n'existe plus. Si le contact radio avec la Terre devient inutile pour la navigation en temps réel, que reste-t-il? La réponse évidente est l'estime. Suivre soigneusement sa vitesse, sa direction et le temps écoulé. Puis, calculer sa position à partir de là. Les marins ont utilisé cette méthode pendant des siècles. Elle fonctionnait raisonnablement bien pour des traversées de quelques semaines. Mais l'estime a une faiblesse fatale. Les erreurs s'accumulent. Chaque petite imprécision dans la mesure de la vitesse, chaque minuscule erreur de cap, chaque force non comptabilisée agissant sur le vaisseau s'ajoute à la précédente. Sur les océans terrestres, sur quelques semaines, cette erreur peut atteindre quelques kilomètres. Gênant, mais rattrapable. Étirer ce même principe sur un voyage de plusieurs décennies, couvrant des billions de kilomètres, dans un environnement traversé de forces à peine prévisibles. Le vent solaire poussant inégalement sur différentes parties de la sonde. De faibles attractions gravitationnelles d'étoiles à d'énormes distances. De légères inefficacités des propulseurs. Des impacts de micrométéorites trop petits pour être détectés, mais suffisamment grands pour dévier légèrement la trajectoire. L'estime n'a aucun moyen de corriger ce qu'elle ignore. Sur des distances interstellaires, même une erreur de quelques fractions de degrés
peut se traduire par une erreur de position de plusieurs millions de kilomètres à l'arrivée. Une fraction de degré maintenue constante sur 4 années-lumière de voyage peut décaler votre position finale d'une distance supérieure à la taille d'un système stellaire entier. Vous ne manqueriez pas seulement votre destination. Vous pourriez passer juste à côté sans jamais savoir qu'elle était là. Les étoiles, celles qu'on utilise si facilement près de la Terre, cessent d'être fiables à mesure qu'on voyage plus vite et plus loin. Deux problèmes distincts apparaissent simultanément. Le premier s'appelle l'aberration stellaire. Si vous vous déplacez à une fraction significative de la vitesse de la lumière, la position apparente de chaque étoile dans le ciel se décale, comme la pluie qui semble tomber en biais quand on court. Plus vous allez vite, plus ce décalage est dramatique. À même une fraction modeste de la vitesse de la lumière, tout le ciel paraîtrait déformé, les étoiles se regroupant devant vous et se raréfiant derrière. Chaque point de référence sur lequel votre système de navigation repose serait déplacé par rapport à l'endroit où vos cartes indiquent qu'il devrait être. Le second problème est le mouvement propre. Cette lente dérive des étoiles à travers le ciel que nous ignorons normalement parce qu'elle est trop faible pour avoir d'importance à l'échelle humaine près de la Terre et négligeable pour une seule mission. Mais étirer une mission sur des décennies ou des siècles, et elle cesse de l'être. Les étoiles sur lesquelles vous aviez tracé votre route au début du voyage auront dérivé. Votre carte stellaire, sur laquelle repose toute votre navigation, devient lentement, silencieusement fausse au fil du voyage. Et il y a un problème plus profond encore. La distance elle-même devient difficile à évaluer. Près de la Terre, on mesure la distance aux étoiles proches par parallaxe, le léger décalage apparent de la position d'une étoile quand on l'observe depuis 2 points différents de l'orbite terrestre. C'est le même principe que tenir un doigt devant soi et l'observer alternativement de chaque œil. La parallaxe fonctionne bien pour les étoiles relativement proches, dans un rayon de quelques milliers d'années-lumière. Mais plus une étoile est lointaine, plus son décalage de parallaxe devient petit, jusqu'à devenir trop faible pour être mesuré du tout. Imaginez maintenant que vous mesurez la parallaxe non depuis l'orbite terrestre, mais depuis une sonde se déplaçant à une fraction de la vitesse de la lumière, avec une ligne de base qui change constamment de façon difficile à étalonner. Chaque point fixe que vous pensiez avoir devient incertain. Voilà l'ironie profonde de la navigation dans l'espace profond. Les outils qui fonctionnent si bien près de chez soi, les étoiles, le contact radio avec la Terre, l'estime, commencent tous à défaillir simultanément à mesure qu'on s'éloigne. Non par négligence des ingénieurs, mais parce que ces outils n'ont jamais été conçus pour l'échelle, la vitesse et la durée qu'exigerait un vrai voyage interstellaire. L'une des idées les plus prometteuses s'appelle la navigation par pulsars. Les pulsars sont les noyaux effondrés d'étoiles massives ayant explosé en supernovae. Ils tournent à une vitesse incroyable, certains pivotant des centaines de fois par seconde, balayant l'espace d'un faisceau de rayonnement comme un phare cosmique. Certains pulsars, appelés pulsars à millisecondes, sont remarquablement stables, battant avec une régularité qui rivalise avec les meilleures horloges atomiques construites sur Terre. L'idée est élégante. Si vous pouvez détecter la cadence des impulsions de plusieurs pulsars dispersés à travers la galaxie, et que vous connaissez leur position et leur période de rotation avec précision, vous pouvez calculer votre propre position dans l'espace en 3 dimensions. La méthode compare le moment exact où chaque impulsion arrive à votre position. Elle fonctionne selon un principe similaire au GPS, sauf qu'au lieu de satellites en orbite autour de la Terre, vos balises sont des étoiles effondrées dispersées sur des milliers d'années-lumière, battant avec une précision mécanique. La NASA a testé une version de ce concept. Des ingénieurs ont embarqué un instrument sur la Station spatiale internationale conçu pour détecter des impulsions X de plusieurs pulsars connus et calculer la position de la station en utilisant uniquement ces signaux. Ça a fonctionné.
La position calculée par chronométrie des pulsars correspondait à la position orbitale connue de la station à quelques kilomètres près. Une réussite véritablement remarquable, qui laisse entrevoir une méthode réelle et praticable pour naviguer loin de la Terre sans contact radio constant. Mais la navigation par pulsar n'est pas non plus une solution parfaite. Les signaux X des pulsars lointains sont extraordinairement faibles en atteignant un détecteur. Les recueillir clairement exige de grands instruments sensibles et de longtemps d'observation. Une sonde se déplaçant rapidement, ayant besoin de mises à jour fréquentes de position, ne peut pas toujours se permettre de passer des heures à écouter patiemment de fausses impulsions provenant d'une poignée d'étoiles spécifiques. La chronométrie des pulsars doit aussi tenir compte des mêmes effets relativistes qui distordent la lumière des étoiles ordinaires. Et à long terme, les pulsars ralentissent progressivement en rayonnant leur énergie. Leur cadence, remarquablement stable sur des années et des décennies, ne l'est pas parfaitement sur des siècles et des millénaires. Tout système de navigation basé sur cette cadence devrait éventuellement être recalibré à l'aide de modèles actualisés. C'est un outil puissant, sans doute l'une des meilleures idées jamais proposées pour la navigation interstellaire. Mais ce n'est pas le GPS cosmique parfait qu'on décrit parfois. C'est une méthode imparfaite parmi d'autres méthodes imparfaites. Et dans l'espace profond, c'est souvent le mieux qu'on puisse espérer. Voici un problème qui plonge encore plus profondément, ancré dans la structure même de l'espace et du temps. Pour qu'un voyage interstellaire soit supportable dans une vie humaine, il faudrait voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Et à ces vitesses, le temps lui-même cesse de se comporter comme dans la vie quotidienne. C'est la dilatation temporelle, l'une des prédictions les plus étranges et les mieux confirmées de la théorie de la relativité d'Einstein. Plus vous vous déplacez vite par rapport à quelque chose, plus le temps passe lentement pour vous par rapport à cette chose. Voyagez à 90% de la vitesse de la lumière. Et pour chaque année qui passe pour vous à bord, plus de 2 ans s'écoulent sur Terre. Voyagez à 99% de la vitesse de la lumière et environ 7 ans passent sur Terre pour chaque année que vous vivez. Cela signifie quelque chose d'inquiétant. Même si vous aviez résolu parfaitement chaque problème de navigation, même si vous saviez avec une précision totale exactement où vous étiez et comment pointer votre vaisseau vers le système solaire, l'endroit vers lequel vous reviendriez ne serait plus l'endroit que vous avez quitté. Selon la durée et la vitesse de votre voyage, des décennies voire des siècles pourraient en s'être écoulés sur Terre au moment où vous arriveriez. Les personnes que vous connaissiez seraient parties. Les villes dont vous vous souveniez auraient changé au-delà de toute reconnaissance, ou pourraient ne plus exister du tout sous la forme que vous vous rappelez. C'est peut-être la partie la plus troublante de l'ensemble du problème. Même une solution de navigation parfaite ne suffirait pas, parce que ce que vous essayez de retrouver n'est pas seulement un emplacement. C'est un emplacement à un moment précis dans le temps. Et ce moment est parti dès l'instant où vous l'avez laissé derrière vous. Revenons aux chiffres, parce que comprendre la vraie échelle du problème de recherche explique pourquoi ce défi est tellement plus difficile qu'il n'y paraît. 4 années-lumière, la distance à l'étoile la plus proche au-delà de notre Soleil, représente environ 40 billions de kilomètres. Si vous naviguez vers une cible aussi lointaine, même une minuscule erreur angulaire au début de votre voyage se traduirait par une énorme erreur de position à l'arrivée. Une erreur d'un seul degré maintenue constante sur cette distance vous mettrait hors course de plus de 600 milliards de kilomètres. Ce n'est pas une petite correction. C'est manquer sa destination d'une distance plus grande que la taille de l'ensemble de notre système solaire. Maintenant, transposez cela au problème du retour. Vos instruments, vos cartes stellaires, vos calculs d'estime, votre chronométrie des pulsars, tout cela peut porter de petites erreurs individuelles. Si ces erreurs s'accumulent sur des années de voyage, la région d'espace dans laquelle vous devriez chercher la Terre pourrait être d'une taille stupéfiante. Pas quelques kilomètres, pas quelques milliers de kilomètres. Potentiellement une zone de recherche plus grande que des régions entières du système solaire,
dispersés dans un volume d'espace si vaste que trouver une petite planète bleue à l'intérieur serait comme chercher un grain de sable quelque part dans un océan entier, sans savoir dans quel océan. Et rappelez-vous, vous n'auriez pas d'aide en temps réel de la Terre pour réduire cette recherche. Chaque message envoyé pour vous guider serait déjà vieux de plusieurs années au moment où il vous atteindrait, décrivant une position que la Terre occupait bien avant que vous ayez même reçu la correction. Revenons en arrière, parce que l'idée d'un point fixe dans l'espace n'est pas seulement un problème d'ingénierie moderne. C'est une question que les physiciens ont débattue pendant des siècles. À la fin du 19e siècle, les scientifiques croyaient que l'univers était rempli d'un milieu invisible appelé l'éther, un fond fixe contre lequel tout mouvement pouvait être mesuré. Deux scientifiques conçurent une expérience incroyablement sensible pour détecter de minuscules différences dans la vitesse de la lumière, selon la direction dans laquelle elle voyageait par rapport au mouvement de la Terre. Si l'éther existait, la lumière se déplaçant dans la même direction que l'orbite terrestre devrait se mesurer légèrement différemment de celle allant en sens inverse. Le résultat, répété maintes fois, fut rien. Aucune différence. La lumière se déplaçait exactement à la même vitesse, quelle que soit la direction mesurée, quel que soit le mouvement de la Terre. Ce résultat déroutant les physiciens pendant des années, jusqu'à ce qu'une nouvelle explication retourne entièrement la prémisse de la recherche. Il n'y avait pas d'éther. Il n'y avait pas de fond fixe. Il n'y avait pas de cadre de référence universel contre lequel mesurer le mouvement absolu. Le mouvement, s'avéra-t-il, n'a de sens que par rapport à autre chose. Il n'existe pas de immobilité dans un sens absolu, seulement immobile par rapport à un objet ou un observateur particulier. Cette idée que l'univers ne possède aucun point fixe intégré, aucun zéro cosmique sur la carte, n'est pas seulement une anecdote abstraite de l'histoire de la physique. C'est la raison la plus profonde pour laquelle trouver son chemin de retour dans l'espace profond est si difficile. Ce n'est pas simplement que nos instruments ne sont pas encore assez bons, c'est que l'univers lui-même n'a jamais été construit avec un cadre de référence absolu à l'esprit. Le GPS mondial fonctionne si bien que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour penser à quel point c'est remarquable. Un réseau de satellites orbite à une altitude d'environ 20 000 km. Chacun porte une horloge atomique assez précise pour ne perdre moins d'une seconde qu'au bout d'environ 3 millions d'années. Chaque satellite diffuse en permanence sa position exacte et l'heure exacte à laquelle le signal a été émis. Votre téléphone reçoit des signaux de plusieurs de ces satellites à la fois, mesure la minuscule différence de temps d'arrivée entre eux et calcule sa propre position par trilatération. Cela fonctionne parce que chaque partie satisfait une condition que l'espace profond n'offre tout simplement pas. Les satellites sont proches. Leurs positions sont connues avec une extrême précision en permanence. Il y en a suffisamment de visibles depuis n'importe quel point de la surface terrestre pour permettre une triangulation précise. Et de manière cruciale, l'ensemble du système fonctionne avec un délai de communication mesuré en millisecondes, pas en heures ou en années. Aucune de ces conditions n'existe une fois qu'on a quitté le système solaire. Il n'y a pas de réseau de satellites précisément connu autour de vous. Les étoiles qui pourraient jouer un rôle similaire sont à des années-lumière les unes des autres. Leurs signaux mettent des années à se mettre à jour. Et comme nous l'avons vu, leur position apparente se décale plus vous voyagez vite et loin. On pourrait en théorie imaginer un futur où l'humanité aurait placé un réseau de balises de navigation dans l'espace interstellaire proche, des satellites artificiels d'une certaine sorte, diffusant leur position connue comme le font les satellites GPS. Mais construire et maintenir un tel réseau sur des années-lumière d'espace vide est une tâche colossale. Garder chaque balise précisément calibrée au fil des siècles et recevoir leurs signaux avec une vitesse et une précision utilisables reste bien au-delà de tout ce que la technologie actuelle pourrait réalistement atteindre. Le champ magnétique terrestre, généré en profondeur dans le noyau externe fondu de notre planète, s'étend bien au-delà de la surface,
formant une bulle protectrice appelée magnétosphère. Il nous protège d'une grande partie du rayonnement solaire. Il est également utilisé pour la navigation depuis des millénaires. Mais le champ magnétique terrestre n'est utile que jusqu'à un certain point. Au-delà se trouve l'héliosphère, une bulle bien plus grande sculptée par le vent solaire, un flux constant de particules chargées s'écoulant vers l'extérieur depuis le Soleil. L'héliosphère s'étend à environ 18 milliards de kilomètres du Soleil, bien au-delà de l'orbite de Pluton. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2012, devenant le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. Une fois qu'une sonde franchit cette frontière, toute trace de structure magnétique familière générée localement disparaît. Il n'y a plus de boussole possible. Le champ magnétique interstellaire qui existe là-bas est faible, complexe et façonné par des forces totalement indépendantes de notre Soleil ou de notre système solaire. Il n'offre rien qui ressemble au champ magnétique fiable et bien cartographié qui a guidé marins et pilotes à travers la Terre pendant des siècles. Les appareils que les sondes portent pour mesurer leurs propres mouvements, sans dépendre de aucune référence externe, s'appellent des antiapes et des centrales inertielles. Elles fonctionnent avec des gyroscopes et des accéléromètres qui détectent les changements d'orientation et de vitesse. En principe, si vous connaissez votre position exacte de départ et pouvez mesurer chaque accélération et rotation de votre sonde, vous devriez pouvoir calculer votre position actuelle uniquement par mesure interne. Les missions Apollo se fiennent fortement à la navigation inertielle, avec des gyroscopes à bord suivant l'orientation du vaisseau tout au long du voyage vers la Lune. Mais même ces systèmes nécessitaient des corrections régulières par visée d'étoiles, parce que les gyroscopes dérivent. De minuscules imperfections de construction, de minuscules quantités de friction, une légère sensibilité aux variations de température causent l'accumulation lente de petites erreurs. Pour un voyage de 3 jours vers la Lune, cette dérive était gérable. Pour un voyage de plusieurs décennies couvrant des billions de kilomètres, cette même dérive deviendrait catastrophique. Il n'existe actuellement aucun gyroscope, aucun accéléromètre, aucun système inertiel construit par l'homme capable de maintenir une précision utile sur l'échelle de temps qu'exigerait un vrai voyage interstellaire, sans correction fréquente depuis une référence externe. L'environnement lui-même travaille silencieusement contre la précision à long terme. L'espace interstellaire n'est pas un vide parfait. Il contient des quantités éparses mais réelles de gaz et de poussière, ainsi qu'un bombardement constant de rayonnements cosmiques, des particules à haute énergie qui courent à travers la galaxie depuis des millions d'années, certaines provenant d'anciennes explosions de supernovae. Sur des années et des décennies d'exposition, ce rayonnement peut dégrader l'électronique sensible et décaler progressivement l'étalonnage des instruments même dont une sonde dépend. Un suiveur d'étoiles précis à une fraction de seconde d'arc au lancement peut dériver légèrement hors étalonnage, après des années d'exposition aux radiations, introduisant de petites erreurs difficiles à détecter dans chaque calcul de position. La gravité ajoute sa propre complexité silencieuse. Chaque étoile qu'une sonde croise, même à des distances de nombreuses années-lumière, exerce une petite influence gravitationnelle sur sa trajectoire. La plupart du temps, cette influence est négligeable, bien trop faible pour avoir d'importance dans la pratique. Mais sur un voyage couvrant des décennies et des billions de kilomètres, même des influences négligeables s'accumulent. Elle dévigne subtilement une trajectoire de son chemin calculé d'origine de façon difficile à prévoir à l'avance, car elles dépendent de la masse et de la position précise de chaque étoile sur la route, dont beaucoup ne sont pas connus avec une précision parfaite depuis l'observation terrestre. La couleur elle-même devient un problème. Quand un objet se rapproche de vous, la lumière qu'il émet se décale vers le bleu, un phénomène appelé décalage vers le bleu. Quand il s'éloigne, vers le rouge. À des vitesses représentant une fraction significative de la vitesse de la lumière, les étoiles devant vous semblent décalées vers le bleu, parfois de façon dramatique, tandis que celles derrière vous vers le rouge. Une étoile qui devrait apparaître comme un point de lumière rougeâtre ou jauneux familier
pourrait sembler d'un bleu brillant, sa vraie couleur complètement masquée par votre propre vitesse. Identifier les étoiles par leur couleur attendue, l'une des façons dont les astronomes cataloguent des étoiles spécifiques, devient peu fiable exactement quand vous en auriez le plus besoin. L'histoire nous a déjà donné un avant-goût, bien plus proche que l'espace profond, mais instructif. Lors de la mission Apollo 13, une explosion de réservoirs d'oxygène a paralysé le vaisseau à environ 320 000 km de la Terre, forçant l'équipage à abandonner l'alunissage et à se battre pour simplement rentrer vivant. Avec leur ordinateur de navigation principal partiellement désactivé pour économiser l'énergie, l'équipage et le centre de contrôle ont dû improviser une méthode pour confirmer l'orientation du vaisseau. Ils ont utilisé rien de plus que le soleil visible par un hublot, aligné avec une marque spécifique et recoupé avec des positions d'étoiles connues. Ça a fonctionné. Mais cela a exigé une précision extraordinaire, des nerfs d'acier et un soutien considérable d'une équipe sur Terre capable de communiquer avec l'équipage en une fraction de seconde, faisant tourner les calculs sur des ordinateurs puissants et radiotéléphonant des instructions presque instantanément. Même dans ces conditions, avec la Terre clairement visible comme une bille bleue grandissant dans leur hublot, avec des délais de communication mesurés en simples secondes, la marge d'erreur était infiniment mince. Imaginez maintenant ce même type de crise survenant non pas à 320 000 km de la Terre, mais 200 000 fois plus loin, dans le vide interstellaire. Aucune bille bleue grossissant dans le hublot. Aucun échange radio rapide avec le centre de contrôle. Aucun moyen de confirmer visuellement son orientation contre quoi que ce soit de familier. Les outils qui ont sauvé Apollo 13 n'existeraient tout simplement pas. Il y a un moment de l'histoire humaine qui saisit tout ce problème en un seul geste poétique. Quand les sondes Voyager 1 et 2 furent lancées, chacune portait un disque d'or destiné à servir de message à toute civilisation qui pourrait un jour le retrouver dérivant dans l'espace interstellaire. Gravée sur la couverture de ce disque se trouve une carte montrant la position de notre Soleil par rapport à 14 pulsars spécifiques. Chacun est identifié par sa période de rotation précise au moment du lancement, encodé d'une façon destinée à permettre à une civilisation technologiquement avancée de calculer exactement d'où et même approximativement quand le vaisseau est originaire. C'est essentiellement une adresse de retour cosmique, construite en utilisant les mêmes principes de chronométrie des pulsars que les ingénieurs modernes tentent maintenant de développer en système de navigation pratique. Le fait que les scientifiques des années 70 aient choisi les pulsars parmi tout ce que l'univers offre pour marquer notre emplacement dit quelque chose d'important. Même alors, ils comprenaient que les repères ordinaires, les coordonnées ordinaires ne signifient rien à de si vastes distances et de si vastes étirements de temps. Ils avaient besoin de quelque chose qui aurait encore un sens des dizaines de milliers d'années plus tard. Les pulsars étaient la chose la plus proche d'une adresse fixe dans un univers sans adresse. Et même cette adresse comporte une mise en garde importante. Parce que les pulsars ralentissent progressivement en vieillissant, le chronométrage exact, encodé sur ce disque, deviendra très lentement moins précis plus loin dans le futur. L'adresse de retour cosmique, soigneusement conçue par l'humanité, a une sorte de date de péremption. Une dérive lente vers l'inexactitude inscrite dans la physique des étoiles mêmes dont elle dépend. Il est facile de se perdre dans les instruments et les équations et d'oublier qu'un voyage réel serait vécu par de vraies personnes. Les chercheurs ont étudié l'isolement extensivement en utilisant des environnements terrestres qui imitent certains aspects de l'espace profond. Les équipages de sous-marins passant des mois sous l'eau ont rapporté une désorientation, une difficulté à suivre le temps et un étrange sentiment de détachement. Les chercheurs stationnés en Antarctique, à travers le long hiver polaire, ont décrit des effets similaires, avec des changements mesurables d'humeur, de sommeil et de performance cognitive. Même les astronautes sur la Station spatiale internationale, malgré la vue claire de la planète et le contact quasi constant avec le centre de contrôle,
On décrit une déconnexion subtile des rythmes humains ordinaires. Les chercheurs l'appellent même parfois le brouillard spatial. Un type de brume mentale qui se développe pendant un séjour prolongé, loin des repères familiers de la Terre. Chacun de ces environnements offre encore quelque chose que l'espace profond n'offrirait pas. Un horizon, si lointain soit-il. Un signal de retour, si retardé soit-il. Une planète visible quelque part dans le ciel. Enlevez tout cela complètement et vous vous retrouvez dans un environnement psychologiquement différent de tout ce que les humains ont jamais vraiment vécu. Une obscurité sans bord, sans paysage passant et sans aucun moyen fiable de sentir son propre mouvement. Les scientifiques ont proposé un certain nombre d'idées qui pourraient un jour réduire cet écart, même si toutes restent fermement dans le domaine de la technologie future plutôt que des capacités présentes. Une idée implique des réseaux de lasers puissants positionnés à travers le système solaire ou au-delà, capables d'envoyer des faisceaux de lumière extrêmement précis et finement focalisés à une sonde de retour, permettant une mesure de distance et de chronométrage bien plus précise que les seuls signaux radio ne peuvent actuellement le faire. Une autre implique le déploiement de petits satellites balises à longue durée de vie à des points clés, le long de routes de voyage interstellaires probables, plantant essentiellement des phares artificiels à des endroits choisis pour servir de points de référence intermédiaires, qui réduiraient l'énorme écart entre le départ et la destination en une série d'étapes plus courtes et plus gérables. Une troisième idée, encore largement théorique, implique des capteurs quantiques capables de mesurer le mouvement et la rotation avec une précision bien au-delà de ce que les gyroscopes et accéléromètres d'aujourd'hui peuvent atteindre, réduisant potentiellement le taux d'accumulation des erreurs d'estime. Aucune de ces idées n'est prête aujourd'hui. Mais ensemble, elles représentent la direction générale que les chercheurs sérieux pensent que ce problème devra éventuellement prendre. Non pas à travers une percée unique, mais à travers plusieurs systèmes complémentaires travaillant ensemble, chacun couvrant les faiblesses des autres. Il y a aussi une considération plus large et plus silencieuse, qui s'applique spécifiquement à tout voyage assez long pour s'étirer sur plusieurs générations humaines. Si un voyage dans l'espace profond durait si longtemps que les personnes qui tenteraient éventuellement de rentrer seraient les descendants, et non les voyageurs originaux, la notion même de foyer pourrait signifier quelque chose d'entièrement différent pour eux qu'elle ne l'avait fait pour les gens qui avaient d'abord quitté. La culture dérive, la mémoire s'estompe. Les histoires dites transmises de génération en génération changent à chaque retelling. Un équipage né et élevé entièrement à bord d'un vaisseau, n'ayant jamais vu la Terre, ne l'ayant entendu décrire qu'à travers des histoires héritées et des archives préservées, pourraient ne pas ressentir le même attrait du foyer que leurs ancêtres. Le problème de navigation resterait exactement aussi difficile, mais le poids émotionnel derrière sa résolution, l'urgence, la nostalgie, pourrait s'estomper avec tout ce qui se perd à travers tant de générations à la dérive. La distance dans l'espace ne sépare pas seulement les gens d'un lieu. Sur des échelles de temps assez longues, elle peut séparer les gens du sens même que ce lieu avait autrefois. Un télescope spatial nommé Gaia, lancé par l'Agence spatiale européenne, a passé des années à mesurer précisément les positions, les distances et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles à travers la galaxie. Cette carte est ce qui rend le suivi stellaire moderne possible. Mais même une carte aussi détaillée et soigneusement mesurée est nécessairement un instantané, un seul moment figé dans un ciel en perpétuel changement. Chaque étoile de ce catalogue continue de bouger après la mesure. Et le catalogue lui-même doit être mis à jour périodiquement pour rester utile, notamment pour les missions censées fonctionner loin dans le futur. Pour une mission durant quelques années, ce n'est pas une préoccupation majeure. Pour une mission hypothétique durant des décennies ou des siècles, même le plus beau catalogue stellaire jamais produit devrait être traité comme un point de départ, pas comme une vérité permanente et immuable.
Plusieurs groupes de recherche ont proposé d'envoyer de minuscules sondes, certaines pas plus grandes qu'un timbre-poste, attachées à des voiles ultra fines poussées à une fraction significative de la vitesse de la lumière par des lasers puissants au sol. Ces minuscules sondes seraient largement conçues pour être des messagers à sens unique. Elles recueilleraient des données pendant un bref survol à grande vitesse d'un système stellaire cible, puis transmettraient ce qu'elles ont collecté vers la Terre en espérant que le signal soit assez fort pour être détecté. L'idée d'une telle sonde naviguant vers la Terre ne fait tout simplement pas partie du concept de conception. Les vaisseaux de génération et d'autres grands concepts habités pour le voyage interstellaire font face aux problèmes opposés. Ils sont assez grands pour transporter des équipements de navigation sophistiqués, potentiellement même des systèmes redondants. Mais leurs voyages sont tellement plus longs, s'étirant sur des décennies ou des siècles. Même les meilleurs instruments font face à la dérive accumulée, aux dégâts radiologiques et à la dégradation d'étalonnage que nous avons déjà évoqués, aggravés encore par la nécessité de rester fonctionnel et précis bien plus longtemps qu'aucune sonde jamais construite et opérée en continu par l'humanité ne l'a été. Chaque défi de navigation que nous avons évoqué ce soir devrait être résolu, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, génération après génération. Et il serait résolu par des membres d'équipage qui ne feront peut-être jamais pleinement confiance à des instruments construits par des ingénieurs qui ont vécu et travaillé des siècles avant leur naissance. Imaginez deux personnes identiques à tous égards, l'une restant sur Terre, l'autre montant à bord d'un vaisseau capable d'atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière. La jumelle voyageuse se dirige vers une étoile lointaine, y passe du temps, puis fait demi-tour. Du point de vue de la jumelle restée sur Terre, l'aller-retour complet pourrait prendre, disons, 10 ans. Mais du point de vue de la jumelle ayant fait le voyage, à cause de la dilatation temporelle à grande vitesse, seulement quelques années auraient pu s'écouler à bord. Quand la jumelle voyageuse rentre enfin, elle descend du vaisseau réellement plus jeune, dans un sens physiquement mesurable, que la jumelle qui n'est jamais partie. Ce n'est pas de la science-fiction. Ça a été directement mesuré sous forme plus petite et bien moins dramatique en utilisant des horloges atomiques précises embarquées dans des avions et comparées à des horloges identiques restées au sol. À l'échelle des vitesses requises pour le voyage interstellaire, la différence cesse d'être une fraction de seconde. Elle devient des années, potentiellement des décennies. C'est pourquoi le défi de trouver son chemin de retour dans l'espace profond n'est pas seulement une question de coordonnées spatiales. C'est aussi une question de temps. Même une position parfaitement calculée, correspondant exactement à l'endroit où la Terre sera quand vous arrivez, vous dépose dans une Terre qui a vieilli d'années, au-delà de ce que vous avez vécu pendant votre voyage. Vous naviguez non seulement dans l'espace, mais vers une version future du foyer que vous n'avez jamais eu la chance de voir se développer. Notre Soleil, entraînant la Terre et le reste du système solaire avec lui, orbite autour du centre de la Voie lactée environ une fois tous les 230 millions d'années. Au cœur de cette orbite se trouve un trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittaire A*, autour duquel toute la galaxie tourne lentement. La dernière fois que notre système solaire a complété un tour complet autour de ce centre galactique lointain, il n'y avait pas de plantes à fleurs sur Terre, pas d'oiseaux, pas de mammifères ressemblant à quoi que ce soit de vivant aujourd'hui. Zooms encore plus loin, et l'image devient encore plus étrange. L'espace lui-même, le tissu même à travers lequel les distances sont mesurées, se dilate, s'étirant progressivement dans chaque direction. Cela n'affecte rien à l'échelle d'une seule galaxie. Mais c'est un rappel de combien de couches de mouvement sont superposées les unes sur les autres. D'une planète qui tourne à un système solaire orbitant un centre galactique à des galaxies dérivant les unes des autres à la plus grande échelle imaginable. Rien dans cet univers à aucune échelle ne reste immobile. Le foyer n'a jamais été un point fixe. C'était toujours un point chevauchant une série de mouvements gigantesques et permanents.
L'espace profond supprime simplement l'illusion qui nous permettait d'ignorer ce fait. Le réseau de radioastronomie profonde de la NASA repose sur 3 complexes espacés d'environ 1/3 du globe l'un de l'autre. Un en Californie, un en Espagne et un en Australie. Cet espacement n'est pas accidentel. Tandis que la Terre tourne, au moins l'un de ces complexes est toujours face à la direction dans laquelle se trouve une sonde lointaine, permettant un contact continu. Chaque complexe utilise d'immenses antennes paraboliques, certaines de plus de 60 mètres de diamètre, capables de détecter des signaux radio de sondes si faillibles qu'on peine à y croire. La puissance totale reçue de voyager après avoir voyagé des milliards de kilomètres se mesure en fractions d'un milliardième de watts. Le signal arrivant de Voyager 1 est si faible que la puissance combinée collectée durant une année entière d'écoute ne suffirait pas à alimenter une petite ampoule ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Imaginez maintenant essayer de construire et maintenir une capacité de suivi similaire pour une mission voyageant non pas des milliards de kilomètres, mais des dizaines de billions de kilomètres. Le signal serait encore plus faible, étalé sur un voyage aller-retour durant des décennies, utilisant une technologie devant rester opérationnelle et précisément calibrée pendant tout ce temps. Chaque partie du système qui rend actuellement le suivi de l'espace profond possible devrait être poussée dramatiquement au-delà de ses limites actuelles. Imaginez ce que pourrait véritablement ressentir un voyage solitaire de plusieurs décennies dans l'espace profond, dépouillé de tout dramatisme et basé uniquement sur ce que nous avons couvert ce soir. Des semaines après avoir quitté le système solaire, le Soleil lui-même commencerait à se réduire à un simple point de lumière parmi les étoiles. Plus un disque, plus quelque chose qui procure chaleur ou sens clair de la direction, juste une autre lumière lointaine parmi des milliers d'autres. Les communications avec la Terre deviendraient de plus en plus lentes, chaque message une transmission qui s'estompe d'un foyer, s'éloignant un peu plus à chaque année qui passe. Les instruments nécessiteraient une surveillance constante et soigneuse, recoupant les positions des étoiles avec les catalogues embarqués, guettant les signes subtils de dérive des gyroscopes, attendant patiemment que de faibles signaux de pulsars s'accumulent en quelque chose d'utilisable. Chaque calcul porterait avec lui une petite reconnaissance honnête d'incertitude, une marge d'erreur qui s'élargit un peu chaque mois qui passe, ne se résolvant jamais tout à fait en ce genre de certitude simple et confiante qu'une boussole ou un panneau de signalisation offre ici sur Terre. Et au bout de ce voyage, quand viendrait la décision de faire demi-tour, la destination attendant à l'autre bout ne serait pas simplement la Terre. Ce serait une Terre qui aurait continué à bouger, à vieillir, à changer de façons impossibles à connaître depuis si loin, pendant tout le temps que son voyageur aurait été parti. Les signaux radio, comme la lumière, s'étalent dans toutes les directions en voyageant, s'affaiblissant selon ce qu'on appelle la loi du carré inverse. Cela signifie que si vous doublez la distance parcourue par un signal, sa puissance tombe à 1/4 de ce qu'elle était, pas la moitié. Triplez la distance et la puissance tombe à 1/9. C'est pourquoi le faible murmure d'un signal de voyager, déjà à des milliards de kilomètres, nécessite certains des équipements de réception les plus sensibles jamais construits juste pour être détectés du tout. Pousser ce même signal à des distances impliquant un vrai voyage interstellaire, des dizaines de billions de kilomètres au lieu de milliards, et les mathématiques deviennent presque absurdes. Un tel signal nécessiterait soit un émetteur énormément plus puissant qu'aucune sonde ne pourrait réalistement transporter, soit une antenne de réception sur Terre si grande qu'elle éclipserait tout ce qui existe actuellement. C'est en partie pourquoi tout concept de mission interstellaire réaliste suppose que la communication deviendra de plus en plus rare à mesure que la sonde s'éloignera. Non pas parce que les ingénieurs choisiraient de communiquer moins souvent, mais parce que la physique elle-même rend une communication fréquente et détaillée de plus en plus, et finalement complètement impraticable. Il y a un parallèle intéressant à tout cela qui va dans la direction opposée, et qui implique l'humanité essayant d'être trouvée plutôt que d'essayer de trouver son chemin vers chez elle. En 1974, des scientifiques ont utilisé le grand radiotélescope d'Arecibo à Puerto Rico
pour diffuser un message délibérément conçu vers un amas d'étoiles distants. Il encodait des informations basiques sur l'humanité, nos chiffres, notre chimie, notre système solaire, en utilisant une séquence simple d'impulsions radio. Le message a été envoyé vers une cible à environ 25 000 années-lumière. Même s'il est éventuellement reçu et compris, et même si une réponse était renvoyée immédiatement, l'aller-retour complet prendrait 50 000 ans. Ce message représente à sa manière l'envers exact du problème que nous avons passé ce soir à explorer. Le message d'Arecibo, comme les disques d'or à bord des sondes voyagées, a dû s'en remettre à la même solution imparfaite à laquelle nous revenons encore et encore ce soir. Les positions des pulsars, des coordonnées relatives plutôt qu'absolues, une adresse approximative construite à partir des repères les moins peu fiables que l'univers offre. Regardons chaque fil que nous avons suivi ce soir dans un seul endroit. L'estime dérive, accumulant de petites erreurs en grandes sur des années de voyage. Le suivi stellaire se distorde, tandis que l'aberration stellaire et le vrai mouvement propre décalent les points de référence mêmes dont une sonde dépend. Le contact radio avec la Terre devient une conversation avec le passé, arrivant trop tard pour offrir une guidance en temps réel à de vraies distances interstellaires. La navigation par pulsar, bien que prometteuse, nécessite de longs temps d'observation et reste vulnérable aux mêmes distorsions relativistes affectant tout le reste. La navigation magnétique disparaît entièrement au-delà de l'héliosphère. Les instruments inertiels dérivent régulièrement au fil du temps. Le rayonnement et la poussière dégradent lentement les capteurs. Les influences gravitationnelles d'étoiles qui passent plinent subtilement une trajectoire. Les contraintes de carburant limitent la fréquence et l'ampleur des corrections de trajectoire. Et sous chacun de ces problèmes individuels se trouve la question la plus profonde de toutes. Le fait simple et bien établi que l'univers ne contient aucun point de référence absolu fixe pour quoi que ce soit permettant de se mesurer à quoi que ce soit d'autre en premier lieu. Chacun de ces problèmes pris individuellement pourrait être gérable, mais naviguer vers chez soi depuis l'espace profond n'est pas un seul problème. C'est tous ces problèmes empilés ensemble, se composant simultanément sur une échelle de temps et une distance qui pousse chacun d'eux à sa limite absolue en même temps. L'histoire offre un parallèle frappant à tout ce que nous avons discuté ce soir. Pour la majeure partie de l'ère de l'exploration océanique, les marins pouvaient déterminer la latitude de façon assez fiable en mesurant l'angle du Soleil ou d'étoiles connues au-dessus de l'horizon. Mais la longitude, la position est-ouest, était une toute autre affaire. Sans moyen fiable de mesurer la longitude, les navires se trompaient régulièrement de plusieurs centaines de kilomètres lors de longs voyages. Cela conduisait à des naufrages sur des côtes inattendues et à des vaisseaux à court de ravitaillement en cherchant des terres qui n'étaient pas là où leur carte suggérait tant qu'elles devraient être. Le problème sous-jacent était presque identique en principe à celui que nous avons passé ce soir à explorer. Déterminer la longitude nécessitait de connaître l'heure précise à un emplacement de référence fixe, puis de la comparer à l'heure locale déterminée par la position du Soleil, et d'utiliser la différence entre les deux pour calculer à quelle distance est ou ouest le navire avait voyagé. Le problème était les horloges. Aucun mécanisme de l'époque ne pouvait maintenir une heure précise à bord d'un navire qui tanguait, dans une atmosphère humide aux températures changeantes, pendant des mois en mer. Il a fallu des décennies d'efforts dédiés et le développement d'un type entièrement nouveau d'horloge mécanique spécifiquement conçue pour rester précise malgré le mouvement, les changements de température et l'humidité. Ce n'est qu'alors que le calcul fiable de la longitude est devenu possible, transformant la navigation océanique. Le processus entier a pris environ 40 ans d'itération et de raffinement par un inventeur qui a consacré une grande partie de sa vie à créer des horloges mécaniques de plus en plus précises. Il n'y a aucune raison de supposer que la version interstellaire de ce problème se résoudra plus vite. Compte tenu de l'échelle impliquée, elle pourrait bien exiger un processus encore plus long et plus patient de raffinement incrémental
avant que quoi que ce soit ressemblant à une solution fiable existe. Étant donné que tant de ces problèmes découlent du délai dans l'obtention d'aide de la Terre, certains chercheurs ont proposé une approche différente, déplaçant davantage la prise de décision de navigation vers la sonde elle-même. Plutôt que d'attendre des années des instructions du centre de contrôle, un système autonome utilisant une intelligence artificielle embarquée pourrait théoriquement analyser les données du suiveur d'étoiles, la chronométrie des pulsars et les estimations accumulées d'estime, puis prendre ses propres décisions en temps réel sur de petites corrections de cap sans attendre de confirmation de la Terre. De premières versions de ce type de navigation autonome ont déjà été testées sur des missions bien plus proches, notamment des sondes capables d'identifier des comètes ou des astéroïdes et d'ajuster légèrement leur propre trajectoire sans instruction pas à pas d'un humain. Étendre cette même indépendance à une vraie mission interstellaire est une idée attrayante parce qu'elle supprime le délai de communication paralysant de la boucle de décision. Mais elle ne supprime pas l'incertitude sous-jacente. Un système dit A embarqué travaillerait toujours avec exactement les mêmes entrées imparfaites. Des gyroscopes signes qui dérivent, une lumière stellaire qui se décale, de faibles signaux de pulsars inconsistants. Supprimer la Terre de la boucle rend les décisions plus rapides. Ça ne rend pas les informations sous-jacentes plus précises. Il y a encore une version de ce problème qui vaut la peine d'être considérée parce qu'elle enlève entièrement la Terre et pose une question légèrement différente. Imaginez deux sondes distinctes, toutes deux voyageant dans l'espace profond, toutes deux voulant se trouver et se retrouver à un emplacement convenu. Ni l'une ni l'autre n'a un point fixe contre lequel se mesurer. Toutes deux se déplacent et toutes deux portent leurs propres petites erreurs de navigation accumulées. C'est en un sens la version la plus pure de tout le problème que nous avons exploré ce soir. Deux points mouvants et incertains essayant de se localiser l'un l'autre à travers une étendue vide et sans référence. Ce problème illustre élégamment à quel point la navigation ordinaire dépend silencieusement d'avoir au moins une chose qui ne bouge pas par rapport à tout le reste, et à quel point cette condition devient rare une fois qu'on est vraiment parmi les étoiles. Il est utile de penser à tout ce problème comme un gradient plutôt qu'une seule ligne qu'on franchit ou non. La difficulté augmente régulièrement à mesure qu'on s'éloigne, bien avant d'atteindre le vrai espace interstellaire. Naviguer vers la Lune, à environ 400 000 km, est gérable avec des délais de communication de quelques secondes. La Terre reste un point de référence lumineux et indiscutable pendant tout le voyage. Naviguer vers Mars, à des dizaines de millions de kilomètres selon l'alignement des deux planètes, étire les délais de communication entre 4 et 24 minutes environ dans un sens. Les contrôleurs de mission ne peuvent plus réagir instantanément, mais peuvent encore envoyer des corrections significatives dans la même journée. Les sondes se dirigeant vers Mars doivent déjà s'appuyer fortement sur des trajectoires précises, précalculées et des systèmes embarqués capables de gérer des décisions à court terme indépendamment. Un petit avant-goût de l'indépendance qu'une vraie mission interstellaire nécessiterait à une échelle bien plus grande. Naviguer vers les planètes extérieures, Jupiter, Saturne et au-delà, étire ces délais à des dizaines de minutes, voire des heures. La Terre elle-même commence à se réduire à un simple point de lumière, plutôt qu'un disque clairement visible. Naviguer jusqu'à la lisière du système solaire, là où voyage actuellement, voyager, étire les délais de communication à presque une journée entière pour un aller-retour. La Terre devient indiscernable des étoiles d'arrière-plan sans instrument spécifiquement conçu pour la localiser. L'espace interstellaire continue simplement cette même tendance jusqu'à sa conclusion logique extrême. Les délais de communication s'étirent de mois de jour en année, et la visibilité de la Terre passe d'un faible point de lumière à quelque chose nécessitant un calcul minutieux rien que pour savoir où regarder. Chaque défi dont nous avons discuté ce soir existe déjà sous une forme plus petite à l'intérieur de notre propre système solaire. Le voyage interstellaire n'introduit pas un type fondamentalement nouveau de problème. Il supprime simplement chaque marge de sécurité restante qui rend ces mêmes problèmes gérables plus près de chez soi.
Il existe une technique que les ingénieurs utilisent aujourd'hui pour déterminer la position d'une sonde avec encore plus de précision que le simple chronométrage aller-retour. Elle s'appelle l'interférométrie à très longue base. Au lieu de se fier à une seule antenne, les ingénieurs utilisent deux ou trois antennes très espacées, parfois sur des continents différents, pour recevoir le même signal d'une sonde lointaine à des instants très légèrement différents. Parce que le signal doit parcourir une toute petite distance supplémentaire pour atteindre l'une des antennes plutôt qu'une autre, les ingénieurs mesurent cette minuscule différence de chronométrage avec une extrême précision et la comparent à la distance connue et fixe entre les antennes elles-mêmes. Cela leur permet de calculer la direction de la sonde dans le ciel avec une précision remarquable, bien supérieure à ce qu'une seule antenne pourrait accomplir. Combinée à la mesure de distance par simple chronométrage radio aller-retour, cette méthode donne au centre de contrôle une détermination tridimensionnelle extrêmement précise de la vraie position d'une sonde. C'est en partie grâce à cela qu'on peut suivre quelque chose d'aussi petit et d'aussi lointain que Voyager 1 avec une telle confiance. Mais remarquez une fois de plus ce dont cette méthode dépend fondamentalement. Elle dépend de plusieurs antennes fixes ici sur Terre, précisément arpentées, précisément synchronisées, travaillant ensemble comme un seul instrument gigantesque. Éloigner suffisamment la sonde et étirer le délai de communication à des années plutôt qu'à des heures. Et cette technique cesse d'être utile pour la navigation en temps réel, exactement comme toutes les autres méthodes terrestres. Elle reste un excellent moyen de savoir après coup exactement où se trouvait une sonde lointaine à un moment donné. Elle est bien moins utile comme outil sur lequel un voyageur pourrait s'appuyer pour prendre ses propres décisions en temps réel loin de chez lui. Chaque méthode de navigation dont nous avons discuté dépend d'horloges extrêmement précises. Et les horloges, même les meilleures jamais construites par l'homme, ne sont pas parfaitement à l'abri de la dérive. Les horloges atomiques, les dispositifs de mesure du temps les plus précis jamais créés, mesurons le temps en utilisant les vibrations extrêmement régulières des atomes, typiquement du césium ou du rubidium. Elles sont assez précises pour que les meilleurs exemples perdent moins d'une seconde au bout de plusieurs centaines de millions d'années. Cela semble essentiellement parfait, et pour presque tous les usages pratiques, ça l'est. Mais l'horloge embarquée d'une sonde et les horloges utilisées par les stations de suivi sur Terre ne sont pas physiquement le même dispositif. Elles doivent être synchronisées périodiquement en utilisant des signaux envoyés dans les deux sens. Et toute minuscule discordance entre elles se traduit directement par une minuscule erreur dans chaque calcul de distance qui dépend d'un chronométrage précis. La relativité ajoute un rebondissement supplémentaire ici aussi. Une horloge se déplaçant à grande vitesse par rapport à une autre horloge bat vraiment à un rythme différent, non pas en raison d'une imperfection mécanique quelconque, mais en raison du même effet de dilatation temporelle qui sépare les âges de nos deux jumeaux hypothétiques. Une horloge à bord d'une sonde voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière devrait être continuellement et soigneusement ajustée pour rester significativement synchronisée avec les horloges sur Terre. Et toute petite erreur dans cet ajustement se répercuterait dans chaque calcul de position dont dépend la mission. Il y a aussi une limitation très pratique et peu glamour qui se trouve sous tout cela, qui n'a rien à voir avec les instruments ou la physique et tout à voir avec la réalité de l'ingénierie de base. Le carburant. Chaque correction à la trajectoire d'une sonde, aussi petite soit-elle, nécessite de tirer les propulseurs. Et chaque tir de propulseur consomme du carburant qui ne peut jamais être remplacé une fois que la mission a quitté la Terre. Les planificateurs de mission doivent équilibrer précision et conservation, corrigeant la trajectoire assez souvent pour rester sur la cible, mais pas au point d'épuiser leurs réserves limitées de carburant bien avant la fin du voyage. Pour les missions à l'intérieur du système solaire, cet équilibre est gérable, affiné sur des décennies d'expérience pratique. Pour un voyage durant des années ou des décennies à travers des distances interstellaires, cet équilibre devient bien plus délicat.
Chaque correction brûle du carburant dont un voyageur de retour pourrait avoir désespérément besoin plus tard, notamment si une dérive inattendue, des poussées gravitationnelles inattendues ou des erreurs d'instruments inattendues nécessitent des corrections plus importantes et plus urgentes près de la fin d'un voyage déjà à court de carburant. En principe, vous pourriez emporter plus de carburant pour permettre plus de corrections. En pratique, plus de carburant signifie plus de masse, et plus de masse signifie avoir besoin d'encore plus de carburant simplement pour accélérer ce poids supplémentaire. Un compromis qui se compose que les ingénieurs appellent la tyrannie de l'équation de la fusée, l'une des contraintes les plus tenaces et incontournables de tout le vol spatial. Contrastez tout cela avec la façon dont les navigateurs humains ont réellement réussi pendant des millénaires sans aucun de nos instruments modernes. Modernes du tout mettent en lumière exactement ce qui manque une fois qu'on quitte la Terre. Les navigateurs polynésiens traversant le vaste Pacifique des siècles, avant que les cartes écrites ou les boussoles n'atteignent la région, ont développé un système de navigation extraordinairement sophistiqué. Ils utilisaient les points de lever et de coucher d'étoiles spécifiques à l'horizon, la direction et le schéma des houles océaniques, le comportement des oiseaux marins et la couleur du ciel pour guider des voyages sur des milliers de kilomètres d'eau ouverte avec une précision remarquable. C'est l'une des réalisations de navigation les plus impressionnantes de l'histoire humaine, construite entièrement sur une observation proche, patiente et constante d'un environnement cohérent et répétitif. Mais remarquez ce qui la rendait possible. Les étoiles qu'ils utilisaient se levaient et se couchaient en motifs prévisibles et répétitifs parce que la Terre elle-même tournait régulièrement sous un ciel qui, à des fins humaines pratiques, restait immobile. Les houles océaniques qu'ils lisaient étaient générées par des schémas météorologiques et des côtes voisins prévisibles. Les oiseaux qu'ils suivaient retournaient à des îles qui restaient exactement là où elles avaient toujours été. Chaque outil disponible pour ces navigateurs dépendait d'un environnement stable et répétitif voisin. Exactement le type d'environnement qui n'existe tout simplement pas une fois qu'on a quitté le système solaire. L'espace profond n'offre aucun horizon répétitif, aucun repère voisin cohérent, aucun oiseau marin retournant à une île fixe. Il n'offre que des points de lumière lointains se déplaçant subtilement avec votre propre vitesse et un silence implacable et sans scier dans toutes les directions. L'ingéniosité même qui a permis aux anciens marins de conquérir le plus grand océan de la Terre n'a tout simplement rien sur quoi travailler une fois que l'environnement lui-même cesse de rester immobile. Il existe un phénomène psychologique bien documenté que les astronautes ont décrit après avoir vu la Terre depuis l'espace. Les chercheurs l'appellent l'effet de vue d'ensemble, un profond changement de perspective qui vient d'observer notre planète suspendue seule contre le noir. Une petite sphère fragile et sans frontières, sans ligne visible séparant les pays, sans signe visible des conflits et des divisions qui semblent si significatifs depuis la surface. Les astronautes qui ont vécu cela décrivent systématiquement un sentiment approfondi de la fragilité de la Terre et un lien émotionnel plus fort avec elle, comme foyer unifié unique, plutôt que comme collection de lieux distincts. Mais cette expérience dépend fortement de quelque chose que nous avons passé toute cette exploration à établir ne pas exister dans le vrai espace profond. Une Terre visible et proche à laquelle regarder. Chaque astronaute qui a décrit l'effet de vue d'ensemble l'a vécu depuis l'orbite ou au plus depuis la distance de la Lune, encore assez proche pour voir la Terre clairement comme un monde reconnaissable dans son ensemble. Un voyageur loin dans l'espace interstellaire n'aurait pas cette option. La Terre de cette distance n'est pas une bille bleue suspendue dans un hublot. C'est un point de lumière indiscernable enfoui parmi des milliers d'autres points de lumière, nécessitant un calcul minutieux rien que pour identifier lequel c'est. L'expérience même qui a ému tant d'astronautes à décrire un sens renouvelé de connexion au foyer deviendrait ironiquement indisponible exactement quand un voyageur pourrait en avoir le plus besoin. L'incertitude dont nous avons discuté ce soir n'est pas un nombre fixe et immuable. Elle croît continuellement pendant tout le temps qu'une sonde voyage.
s'étalant vers l'extérieur comme des ondulations qui s'élargissent sur un étang, sauf en 3 dimensions et sans jamais se calmer. Au début d'un voyage, la position est connue avec une excellente précision, soigneusement calibrée par rapport à la Terre juste avant le départ. Un an plus tard, de petites erreurs d'estime, de dérives stellaires et de calibration d'instruments ont commencé à s'accumuler, mais restent relativement modestes. 10 ans plus tard, sans correction précise fréquente, cette incertitude a considérablement grandi. Ce n'est plus un point confiant et précis sur une carte, mais une région croissante de positions possibles. Plusieurs décennies plus tard, au cœur d'un vrai voyage interstellaire, cette région d'incertitude pourrait facilement s'être étendue à une échelle englobant des millions de kilomètres dans toutes les directions. Un brouillard de possibilités plutôt qu'un seul point connu. Cela se produit indépendamment de la qualité de construction de chaque instrument individuel ou de l'habileté avec laquelle chaque correction individuelle a été calculée. C'est la forme fondamentale de l'ensemble du problème que nous avons exploré ce soir. Pas un seul moment de perdition, mais une dérive lente et continue loin de la certitude, se composant silencieusement chaque année qui passe. Compte tenu de tous ces problèmes, il y a une dernière idée qui mérite d'être mentionnée. Une façon dont les chercheurs ont suggéré d'adoucir ce problème, même s'ils ne peuvent pas le résoudre entièrement. Plutôt que d'essayer de retrouver la Terre directement depuis des années-lumière de distance, une mission de retour pourrait viser un point de rendez-vous précalculé, un emplacement et un moment précis convenus avant le départ, calculé à l'aide du mouvement orbital bien compris de la Terre, projeté vers l'avant sur le nombre d'années qu'on attend pour l'aller-retour complet. Au lieu de demander « Où est-ce la Terre en ce moment ?», question impossible à répondre avec une quelconque précision en temps réel de si loin, le voyageur résoudrait plutôt une question plus étroite et plus gérable. Où sera la Terre à ce moment futur précis convenu? C'est une question à laquelle la mécanique orbitale peut répondre avec bien plus de confiance, puisque les orbites planétaires, contrairement à la dérive dans l'espace profond, sont régies par des règles gravitationnelles bien comprises et hautement prévisibles. Cela n'élimine pas le problème. La position propre du voyageur porte toujours toute l'incertitude accumulée dont nous avons discuté tout au long de cette exploration. Mais cela réduit la taille de la cible, remplaçant une idée vague et toujours mouvante du foyer par un point précis et calculable dans l'espace et le temps, donnant à chaque méthode de navigation imparfaite superposée quelque chose de plus précis vers quoi viser. Ce n'est pas une solution parfaite. C'est une version plus étroite et plus indulgente du même problème. Et dans un univers sans point fixe sur lequel s'appuyer, réduire le problème est souvent le type de progrès le plus réaliste qui soit disponible. Voici comment tout se résume. L'estime dérive. Le suivi stellaire se distorde. Le contact radio avec la Terre devient une conversation avec le passé. La navigation par pulsar, bien que prometteuse, reste vulnérable. La navigation magnétique disparaît au-delà de l'héliosphère. Les instruments inertiels dérivent. Le rayonnement dégrade les capteurs. La gravité plie subtilement les trajectoires. Les contraintes de carburant limitent les corrections. Et sous tout cela se trouve le fait le plus profond de tous. L'univers ne contient aucun point de référence absolu fixe. Chacun de ces problèmes pris individuellement pourrait peut-être être surmonté. Mais naviguer vers chez soi depuis l'espace profond, c'est tous ces problèmes empilés ensemble, se composant simultanément sur des distances et des durées qui poussent chacun d'eux à sa limite absolue. Des améliorations viendront. Les ingénieurs continueront à affiner la chronométrie des pulsars, le suivi stellaire, les systèmes autonomes embarqués, la mesure laser à distance. Mais sous toutes ces améliorations se trouve quelque chose que l'ingénierie seule ne peut pas pleinement résoudre. Un univers qui n'a simplement jamais été construit avec un système d'adressage fixe à l'esprit,
où chaque emplacement n'a de sens que par rapport à d'autres emplacements qui sont eux-mêmes en mouvement constant. Cela nous laisse avec une certaine humilité. La même curiosité agitée qui nous pousse à vouloir quitter la Terre, à traverser la vaste obscurité et à voir ce qu'il y a parmi les étoiles, se heurte directement à un problème tissé dans la structure de base du cosmos. Un que nulle ambition seule ne peut simplement surmonter. Le foyer n'est pas une coordonnée figée dans l'espace, attendant patiemment qu'on trouve le chemin du retour. C'est un point mouvant porté par une planète qui tourne en orbite autour d'une étoile en mouvement à l'intérieur d'une galaxie en mouvement dérivant à travers un univers en expansion. Au moment où vous auriez déterminé exactement où il se trouvait autrefois, il serait déjà ailleurs. Et c'est cela, plus que tout autre obstacle technique, la vraie raison pour laquelle personne ne pourrait simplement faire demi-tour et rentrer chez soi depuis l'espace profond. Non pas parce que nous manquons de courage, non pas parce que nous manquons d'ingéniosité, mais parce que l'univers lui-même refuse de rester immobile assez longtemps pour nous le permettre. Sur Terre, retrouver son chemin est simple. Une boussole, une carte, un téléphone capturant un signal